je vais initier cette troisième session qui est plus axée sur les missions du vétérinaire, avec une première communication qui va être réalisée par Philippe Jacquiet. Le titre de cette conférence, c'est l'implication des vétérinaires praticiens dans la transition agroécologique des élevages. On comprend bien que c'est un sujet extrêmement vaste. Donc, c'est une présentation qu'il fait à, à quatre mains et deux têtes, c'est-à-dire que Philippe Jacquier est professeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse en parasitologie. Ses thèmes de recherche sont le dépistage de résistance aux anthelmintiques et les solutions innovantes pour le contrôle durable de parasitologie. Donc ça, c'est la version parasito de sa présentation. Et puis, il a travaillé cette présentation avec Annabelle Ménadier, qui n'est pas avec nous, qui est professeure d'alimentation animale aussi à l'école de Toulouse. Et ses thématiques de recherche sont l'étude du microbiote ruminal et de sa maîtrise de la rumination des ruminants en élevage, pardon. Et l'objectif est de fournir aux éleveurs des moyens innovants via l'alimentation de maîtriser de la santé et de l'efficacité alimentaire. Donc, c'est aussi au cœur de notre réflexion sur l'émission des gaz à effet de serre. Donc, je laisse la parole à Philippe Jacquiet pour 25 minutes et je remercie. Merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, on devait être deux et malheureusement, Annabelle ne peut pas être parmi nous. Alors, comme on l'a expliqué, je suis parasitologue, je vais donc être un peu moins à l'aise sur la partie alimentation, hein. La commande qu'on nous a faite, c'est de proposer des exemples précis d'application d'un vétérinaire praticien dans la transition agroécologique des élevages. Alors, je suis un ancien vétérinaire praticien, mais depuis longtemps, je suis dans l'enseignement à l'école vétérinaire de Toulouse, mais mon activité fait que je suis en lien avec des vétérinaires praticiens quasiment tous les jours. Et ce que je perçois du rôle de ce vétérinaire praticien actuellement, c'est qu'il est un peu dans une situation un peu difficile, vous voyez, entre le marteau et l'enclume, là, parce que d'un côté, il doit être le garant de la santé et du bien-être animal, de la pérennité économique des élevages, et si je puis ajouter, il est aussi un peu garant du bien-être de l'éleveur, dont on ne parle pas toujours suffisamment, à mon avis. Mais en même temps, ce vétérinaire praticien, il doit répondre aux demandes sociétales et en particulier maintenant de plus en plus, et on l'a vu encore ce matin, avec les pratiques respectueuses de l'environnement et donc accompagner ces éleveurs vers la transition écologique. Et tout ça dans un contexte où il y a de l'évolution permanente avec l'émergence de nouveaux risques, émergence de nouvelles maladies, mais aussi émergence de résistance aux antibiotiques. Et pour ce qui me concerne, euh, j'ai l'impression qu'actuellement, on vit un espèce de tsunami de résistance aux antiparasitaires internes et externes. Alors justement, pourquoi est-il si important de faire évoluer les pratiques du vétérinaire praticien lorsqu'il est dans son exercice quotidien? Et je prends l'exemple des antiparasitaires. Alors, je vais faire plaisir à ceux qui sont éleveurs de bovins, là, parce que je remets une vache charolaise et son veau. En fait, on a deux gros soucis actuellement avec nos antiparasitaires. C'est d'une part les pyrétrinoïdes, donc qui sont utilisés dans la lutte contre les insectes, des stomox, des tans, des tiques, et puis dans les antiparasitaires internes, les lactones macrocycliques. Alors pourquoi on a autant de problèmes avec eux? C'est que d'une part, on fait face maintenant à des résistances, aussi bien résistance aux pyréthrinoïdes, notamment chez les stomox, et ça a été montré dans une étude en Occitanie. On a du mal à trouver une exploitation bovine dans notre région où les pyréthrinoïdes sont encore pleinement efficaces contre Stomoxys calcitrans. Et puis, quand on prend maintenant le cas des antiparasitaires internes, on a un adversaire majeur qui émerge de la tête et des épaules. C'est Hemoncus contortus, c'est le serial killer de moutons et de chèvres qui, lui, commence à développer des multirésistances et en particulier des résistances à toutes les lactones macrocycliques connues. Et tout ça sur un fond
d'écotoxicité, parce que ces deux familles d'antiparasitaires, les péritrinoïdes et les lactones macrocycliques, sont éliminés sous forme active dans les matières fécales et vont donc se retrouver sur les prairies. On a dit tout à l'heure que les prairies, c'était un formidable réservoir de biodiversité, à condition qu'on la respecte, à condition qu'on ne vienne pas la frapper par l'utilisation de nos antiparasitaires. Et évidemment, ceux qui sont en première ligne, les espèces qui sont en première ligne par rapport à cette écotoxicité, ce sont tous les insectes coprophages, des insectes qui peuvent être diptères ou coléoptères, comme les bousiers que vous avez là. Et ces insectes sont à la base d'une chaîne alimentaire où vous allez retrouver des mammifères comme le grand rhinolophe, et vous avez aussi des oiseaux comme la pie-grièche grise qui va se nourrir de ces insectes, notamment pendant sa période de reproduction au printemps. Et les coléoptères coprophages, sans que nous en apercevons, sont porteurs d'acariens, qu'on appelle des acariens du genre Macrocheles, et qui, dans l'ombre, sont nos auxiliaires dans la lutte contre les parasites. Parce que ces acariens, donc qui sont phorétiques des coléoptères, participent à la réduction de la contamination de nos prairies, tout simplement parce que ce sont des prédateurs de larves. Et donc, si vous avez une pression trop forte d'antiparasitaires qui a un effet sur cette faune coléoptère coprophage, vous allez non seulement avoir une perte de biodiversité, mais en même temps, sans qu'on s'en soit aperçu, on a éliminé nos auxiliaires dans la lutte. Donc ça, c'est une raison supplémentaire pour bien faire attention à l'utilisation de ces... Vous avez sans doute entendu parler de cet article là, qui est paru au printemps 2023 avec un communiqué de presse qui a été repris en mai 2023 par le CNRS, l'Université de Montpellier et le Muséum d'histoire naturelle, qui montre le déclin des oiseaux. Et ce déclin des oiseaux, en particulier les oiseaux des milieux agricoles. Donc là aussi, oui, certes, la prairie, c'est un hotspot de biodiversité, mais on voit que c'est vraiment aussi là que se situe un certain nombre d'enjeux. Alors, ce n'est pas seulement, bien sûr, les antiparasitaires qui sont responsables de cette perte ici des populations de milieux agricoles. Il y a d'autres facteurs, c'est multifactoriel, mais ça peut en faire partie. Bien, donc la question, c'est comment on accompagne, nous, vétérinaires et les vétérinaires praticiens, la transition écologique de nos élevages, puisqu'on a bien compris que c'était important de le faire. Et là, je vais reprendre ici ce schéma qui a été proposé il y a quelques années là, par Dumont, avec des piliers de cette transition agroécologique. Bien sûr, nous, on va surtout, en tant que parasitologue, on va surtout s'intéresser au premier pilier, la gestion intégrée de la santé animale. L'alimentation, on va parler de diminuer les intrants, de réduire les pollutions. Moi, je vais aussi vous parler de renforcer la résilience des systèmes d'élevage par la diversité. Et tout ça, finalement, ces adaptations de pratiques peuvent aussi nourrir ce cinquième pilier qui est la préservation de la biodiversité. Donc, quand on parle de gestion intégrée de la santé animale, il faut prendre de la hauteur et se dire, voilà, je considère l'animal dans son milieu sur cette prairie. Alors, vous avez reconnu des brebis lacones qui me sont chères puisque j'y suis assez souvent. Et quand on veut maîtriser, faire une gestion intégrée des parasites qui sont liés à cette brebis laitière, eh bien, on doit agir à la fois sur l'utilisation des intrants de synthèse, mais les utiliser de façon rationnelle. On peut aussi augmenter la résilience et la résistance de l'hôte et gérer l'alimentation par le pâturage. Donc, ça veut dire qu'on ne fait plus reposer la maîtrise de ces parasites sur la seule mesure chimique, mais on met en place un ensemble de mesures qui va permettre l'une avec l'autre, les unes combinées avec les autres, qui vont arriver à un résultat. Et la première chose, c'est l'utilisation raisonnée de nos antiparasitaires.
Là, le vétérinaire, il est au cœur du problème, puisque c'est lui qui prescrit, c'est lui qui distribue aussi les... Donc, la première chose à se dire, c'est il ne faut traiter quand il le faut, c'est-à-dire derrière avoir du diagnostic, avoir du monitoring de troupeaux, développer des partenariats avec les éleveurs pour pouvoir justement construire ces partenariats à long terme qui permettent de mieux surveiller les troupeaux. Et une fois qu'on a compris qu'à un moment où il faut traiter les animaux, peut-être ne traiter que les animaux qui en ont vraiment besoin et pas traiter tous les animaux du troupeau en même temps. Et ça, bah, par exemple, vous voyez, je reprends ma vache ici avec son veau. Bah, si je dois utiliser un antiparasitaire interne, bah, je vais m'intéresser au veau là, et la vache qui est là, je ne la traite pas. La vache adulte, là, cette charolaise, elle n'a pas besoin d'être traitée contre les strongs digestifs. Elle est immunisée. Donc, elle sort. Elle n'a pas besoin, on ne traite que les animaux qu'il faut. Et même si on prend le cas d'animaux en production, c'est actuellement l'objet de nombreux travaux, on essaie de développer un nouveau principe qui est celui du traitement ciblé sélectif. Je prends des brebis en lactation dans un troupeau, les lacones que je vous ai montré tout à l'heure. On décide qu'à un moment donné, oui, certaines d'entre elles nécessitent un traitement. Est-ce que toutes les brebis en lactation de ce troupeau ont besoin d'un traitement? La réponse est non. Regardez, ça c'est l'intensité d'excrétion d'œufs exprimée en œufs par gramme, avec les plus faibles excrétrices à gauche ici et les plus fortes excrétrices ici du troupeau à droite. Vous voyez l'éventail des intensités d'excrétion d'œufs? À quoi ça sert de traiter celle-ci? Alors celle-là, on comprend. Parce qu'elles empèguent, pardon, j'utilise le vocabulaire local, elles contaminent les pâturages en grande quantité. Donc là, s'il y a effectivement un traitement sélectif à proposer, c'est vis-à-vis de ces animaux-là. Or, tout le défi, et ça c'est une question de recherche, tout le défi, c'est de savoir identifier dans un troupeau quelles sont les brebis que je dois traiter et quelles sont celles que je ne dois pas traiter. Ça fait l'objet de travaux actuels, mais si on arrive petit à petit, et on l'a proposé à un certain nombre d'éleveurs, ils nous disent dans un premier temps, c'est une usine à gaz ton affaire là. Et en fait, non, parce que finalement, ce sont des critères assez simples d'âge, de note d'état corporel qui vont guider vers ces animaux ici sur lesquels on va faire ce traitement ciblé sélectif. Et donc, ça veut dire que du même coup, on laisse une grande partie de nos animaux, ou la moitié des animaux, ou un tiers des animaux non traités. Et non traités, ça veut dire qu'il y a déjà une quantité de matière active en moins qui est déversée dans l'environnement. Et donc des matières fécales qui sont free d'antiparasitaires internes et qui permettent le développement de la faune coprophage. Voilà. Donc à la fois, l'objectif est double parce qu'on diminue la quantité de matière active, mais aussi parce qu'on allège la pression de sélection sur les populations de nématodes, on espère freiner la diffusion de la résistance. Enfin, il y a un autre point qui est très important. Et là, on va avoir un peu de mal à convaincre à la fois les éleveurs et les vétérinaires. C'est le mode d'administration. Mais quand on voit que, par exemple, pour une ivermectine injectable, on l'utilise à 0,2 mg par kilo et qu'une ivermectine, la même, pour les mêmes indications, pour le même animal, mais en couronne, on est à 0,5 mg par kilo. C'est-à-dire qu'on est à 2,5 fois plus de matière active qu'on va déverser dans l'environnement. Alors évidemment, les gens vont me dire oui, mais c'est beaucoup plus pratique que de verser sur le dos de l'animal. Mais là, peut-être qu'il y a un champ à réinvestir pour faire comprendre que en termes d'écotoxicité, ce n'est pas la même chose. Et puis pire encore, ce qui se passe, c'est que ces molécules en pouronne, même s'ils sont 2,5 fois plus dosés, ont une moins bonne biodisponibilité et donc probablement concourent plus à l'émergence de résistance. Donc, les pouronnes, haro. On devrait, ma propre conception des choses, c'est que les pouronnes devraient être interdits dans ce pays.
On augmente la résistance de l'hôte. Oui, alors ça, vous allez me dire, ce n'est pas tout à fait le rôle du vétérinaire praticien, mais il s'inscrit dans une, on va dire, dans un schéma plus global. C'est un travail qui a été initié ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans ce qu'on appelle les races ovines laitières des Pyrénées, les ROLP, et en particulier dans la Manège Tête-Rousse et la Basco-Béarnaise. C'est un endroit du pays où il y a une très grande intensification, enfin, allez, je ne vais pas dire le mot, où il y a une concentration de... non, je regarde Christophe. Densité, voilà. Une très forte densité d'élevage laitier, souvent sur des petites surfaces quand même, il faut le dire. Donc, le recours aux antiparasitaires a été assez fréquent et avec une émergence de résistance aux anthelminthiques qui a démarré dans cette région-là. Eh bien, ça fait maintenant 15 ans qu'un programme de sélection de béliers résistants est entrepris dans ces deux races. Alors, on a commencé par faire du phénotypage en élevage de béliers, à les infester expérimentalement. Maintenant, on en est à l'étape d'index génomique. Donc, on est en capacité de fournir à des éleveurs dans ces deux races, alors surtout en manège tête-rousse où on a un peu plus d'avance, mais on est en capacité de fournir des béliers résistants, de la semence de béliers résistants dans les élevages où il y a de la résistance aux antiparasitaires. Alors, il faut que je laisse un peu de place à Annabelle et sur le point de vue de l'alimentation. La gestion intégrée de la santé animale, ça passe aussi par l'alimentation, c'est un levier essentiel. Et là, le vétérinaire, il a un rôle important pour s'assurer les rations, les aliments qui sont distribués, ça, vont bien couvrir les besoins de nos animaux. Et couvrir ces besoins, c'est important parce qu'il peut y avoir des déséquilibres minéraux, fièvre de lait, il peut y avoir des troubles hépatiques, il peut y avoir de l'immunodépression par des carences en certaines vitamines, oligo-éléments, etc. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et cette gestion intégrée de la santé animale, on considère qu'effectivement, même on le dit souvent, si vous avez des animaux bien nourris, ils s'occuperont de leurs parasites. J'ai déjà entendu ça souvent. Peut-être que vous aussi, vous l'avez entendu. Ben, il y a du fond quand même derrière tout ça. Et effectivement, l'apport adéquat de nutriments, un bon rationnement, une bonne distribution, éviter toutes ces erreurs ici, et Dieu sait qu'on en voit encore sur le terrain, c'est important. Et puis tout ce qui est facteurs antinutritionnels et toxiques intrinsèques, les éviter également. Alors je vais continuer avec ici le deuxième pilier qui est la diminution des intrants. En fait, ben, on l'a dit, hein, les ruminants, l'herbe, les ressources naturelles produites sur l'exploitation, des coproduits aussi pour diminuer les intrants nécessaires à la production et ainsi ne pas concurrencer de l'alimentation humaine. Et donc travailler, ça c'est le travail d'Annabelle pour sensibiliser nos étudiants, les futurs vétérinaires, et les vétopraticiens, à l'échelle de l'animal, avoir une efficience alimentaire optimale, à l'échelle de l'aliment aussi, des valeurs alimentaires correctes et surtout une bonne connaissance de ces valeurs alimentaires. Réduire les pollutions, pourquoi pas aussi, parce que à l'échelle de l'animal, c'est tout le travail qui consiste à limiter les rejets d'azote, de méthane, de phosphore, l'efficience alimentaire, l'efficacité métabolique des protéines, on en a parlé précédemment. Et puis à l'échelle de l'aliment, travailler sa digestibilité, la dégradabilité, gérer les bonnes associations, tout ça, c'est effectivement extrêmement important. J'arrive sur le quatrième pilier qui est de renforcer la résilience des systèmes d'élevage par la diversité. Et là, je vous projette une photo que j'ai prise dans le Marais Poitevin, où sur les pâturages communaux qui sont utilisés entre le mois d'avril et le mois de septembre-octobre, on a des animaux qui viennent de plusieurs exploitations différentes, qui sont regroupés, et on a une association chevaux et bovins. Et bien là,
dans ces systèmes d'élevage, eh bien, il y a une protection mutuelle de ces deux espèces, notamment vis-à-vis du risque parasitaire, puisque les strongles de chevaux, eh bien, quand ils sont avalés par une vache, cul-de-sac épidémiologique, et quand les larves de strongles de bovins sont avalées par des chevaux, cul-de-sac épidémiologique. Donc, ils se protègent mutuellement. Alors, dans certains systèmes, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, à nouveau, il y a encore des systèmes brebis laitières et bovins allaitants. Malheureusement, souvent, la conduite de ces troupeaux fait que ce sont deux mondes qui sont séparés. Ils se croisent très peu, voire pas du tout. Ce n'est pas les mêmes pâtures, etc. Toute la suggestion, la recommandation que l'on fait, eh bien, est de dire, est-ce qu'au moins pour une partie de ces parcelles, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire tourner les vaches derrière les brebis et donc de se retrouver dans ce même système vertueux ici. Alors au départ, on me dit, ah ben non, c'est pas possible, les clôtures, machin. Et puis, finalement, parfois, eh bien, on a des gens qui entrent dans ce système et qui s'en sortent pas très mal, pas trop mal. Alors, vous avez ici un travail qui a été fait par Frédéric Joly, qui est un collègue de l'INRAE qui travaille, vous voyez, en Auvergne, et qui a travaillé justement sur ces systèmes-là où on combine, là c'est du pâturage donc, simultané entre des brebis et des génisses. Et on avait des systèmes mixtes et des systèmes où il y avait des agnelles toutes seules. Eh bien, quand on suit les intensités d'excrétion d'œufs de ces agnelles entre le mois de mai, on ne les met pas trop à l'herbe avant parce qu'il fait un peu froid là-haut à 1000 et quelques d'altitude, jusqu'en octobre au moment où on les rentre. Ben, vous voyez que dans le système monospécifique où il n'y a que des agnelles, eh bien, on a une explosion du parasitisme. Et quand il y a même à faible niveau, un peu de génisse qui fonctionne avec, eh bien, il y a des niveaux d'excrétion qui sont plus faibles. Donc ça, ce sont des choses que l'on essaie d'abord d'approfondir, de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette différence ici. Mais très clairement, dès maintenant, on arrive à le proposer à certains éleveurs en solution. Et puis, je voudrais terminer avec deux ou trois dernières diapos pour vous dire qu'en fait, on a identifié des piliers. Bon, ça c'est très bien, mais c'est formel. Parce qu'en fait, dans la réalité, au sein d'une exploitation, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du pilier 1, du pilier 2, du pilier 3, on met tout ça ensemble, on essaie de combiner. C'est de la lutte intégrée. Et cette lutte intégrée, eh bien, elle commence petit à petit à percoler puisqu'il y a des projets qui sont maintenant développés, comme le projet Prédive, là, dans lequel travaille Annabelle, où on inclut la santé dans la valeur alimentaire des prairies. Toujours côté, vous allez me dire, je suis un peu monomaniaque là, mais toujours côté Pays Basque et Béarn, eh bien, on travaille en association avec la Chambre d'agriculture, avec le Centre départemental pour l'élevage ovin, avec le GTV local qui est très actif sur cette partie-là. C'est agir vite, agir ensemble pour éviter l'impasse. L'impasse, à un moment donné où on ne puisse plus traiter les parasites de ces brebis. Et enfin, juste pour, c'est mon avant-dernière diapo, je voudrais souligner ici un travail que je trouve exemplaire. Je l'emprunte au GTV de l'Auvergne. Là, j'y suis pour rien. Je vais simplement vous dire ce qui a été fait localement, quelles ont été les initiatives qui ont été prises. Alors, le GTV Auvergne a décidé d'être partie prenante dans un projet qui s'appelle Projet Élève, éleveur vétérinaire environnement, et où vous retrouvez des bovins, vous retrouvez des fameux chauves-souris, des pie-grièches grises, etc. Et l'idée, c'est de faire travailler ensemble des vétérinaires praticiens, des conservateurs d'espaces naturels, la LPO, la Chambre d'agriculture, etc. Et on va essayer tous ensemble de construire des stratégies pour limiter l'utilisation des antiparasitaires, forcer sur le diagnostic, forcer sur... Et ça marche.
figurez-vous que ça marche, parce que si on regarde les consommations d'antiparasitaires qui ont été faites depuis le début du projet jusqu'à la fin, eh bien, il y a une réduction assez importante et tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant parce que tout le monde travaille ensemble. Et justement, pour finir, je voudrais dire que on revient au veto praticien qui est dans sa voiture, qui est au téléphone, qui court, etc. C'est pas toujours très très facile pour lui de dégager du temps, de lever la tête du guidon. Et s'il le peut, et il le doit quelque part, c'est s'informer, se documenter, se faire sa propre opinion, parce que finalement, après, sa parole, elle va être écoutée, il peut poser les enjeux, il peut sensibiliser les éleveurs, et à son niveau, il peut les accompagner dans la transition agroécologique, proposer et encourager des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et vous avez vu, ce sont des choses qui sont concrètes, qui sont réalisables de suite. Ce n'est pas des choses qui vont demander 20 ans encore. Donc, il y a là un champ d'investigation pour le vétérinaire praticien qui est absolument énorme. Et j'y vois aussi un autre argument, un autre avantage, c'est que par sa participation à ces projets un peu associatifs qui combinent différents acteurs, euh, on est dans la transdisciplinarité et le vétérinaire praticien peut ainsi, excusez-moi l'expression, je vais peut-être heurter, mais sortir de sa bulle. Quand j'étais véto-praticien, moi j'étais comme ça. J'avais pas le temps de réfléchir, enfin si, mais j'avais pas le temps de lever la tête, etc. Et bien là, par ce type de projet comme le projet élève, il peut sortir de sa bulle, il peut construire des partenariats et ça donne du sens à son action et surtout, ça la démultiplie à un autre niveau. Voilà, le Béarn. Hein, c'est pas parce qu'il y a Christophe, mais je vous remercie de votre attention.